Il est en train de se passer quelque chose de fou dans le domaine de la science. Vous buvez de l'eau tous les jours. Nous sommes composés de plus de 60% d'eau. Et pourtant, la science ne comprend toujours pas comment elle fonctionne vraiment. Bonjour à tous, ce n'est pas une provocation pour faire une belle intro. Non, là actuellement, de nouvelles recherches sont en train de sortir et nous font revoir tout ce que nous pensions savoir sur l'eau. C'est l'état réel de la recherche en 2026. La substance la plus banale de votre quotidien, celle qui couvre 2/3 de la planète, celle sans laquelle aucune forme de vie connue n'existe, reste l'un des plus grands mystères de la physique moderne. Et ce qu'on vient de découvrir rend ce mystère encore plus profond. L'eau liquide que vous avez dans votre verre n'est probablement pas un seul liquide. Oui, ce que l'on pense être de l'eau, ce serait en fait deux liquides différents qui se font passer pour un seul en permanence. Ça va même plus loin car il y a quelque chose que nous tenions tous pour acquis, mais que les scientifiques commencent en réalité seulement maintenant à vraiment comprendre. J'entends par là les phases de l'eau. Car même si nous avons généralement tendance à penser que l'eau existe sous 3 états, donc la glace solide, l'état liquide et l'état gazeux, la réalité semble être beaucoup plus complexe et bien plus inattendue. Ces nouvelles recherches, sorties il y a quelques jours, ont été rendues possibles grâce à des méga simulations et des expérimentations augmentées par l'IA. Encore une fois, encore un nouveau domaine chamboulé par l'IA. Vous le voyez, mais l'IA, elle nous aide à faire des découvertes qui remettent tout ce que l'on pensait réel en question parfois. Quelle époque! On se dirige vers les films de science-fiction. Et puis, comme on va le voir, quand on commence à réfléchir aux conséquences des découvertes sur l'eau, c'est assez vertigineux, car l'eau, on l'utilise pour à peu près tout. Pour la santé, pour l'industrie de l'énergie, pour la chimie, donc la création de médicaments, enfin bref. Je pourrais passer les 30 prochaines minutes à tout vous citer qu'on n'aurait pas fini. On va y revenir. Mais d'abord, je vous rappelle rapidement que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça soutiendra beaucoup mon travail. Et sachez aussi que l'on a une newsletter gratuite où vous recevez tous les jours toutes les infos à ne pas louper. Tous les liens sont en description. Ok, alors il faut comprendre pourquoi l'eau pose problème aux physiciens depuis plus d'un siècle déjà. Enfin, depuis toujours en réalité. Ce qu'on vous apprend à l'école, c'est assez simple, c'est facile et c'est propre. On vous dit, l'eau, elle a 3 états, solide, liquide, gaz. Point final, n'est-ce pas ? Sauf que la réalité est infiniment plus compliquée que ça. Rien que pour la glace, on connaît au moins 21 structures cristallines différentes, 21 types de glace. Alors bien sûr, la plupart n'existent pas sur Terre, mais dans des conditions extrêmes, que l'on retrouve sur d'autres corps du système solaire par exemple. La glace de votre congélateur, c'est de la glace de type 1. Il en reste 20 autres. Mais la glace, à la limite, on peut se dire voilà que c'est un cas particulier. Le vrai problème, c'est le liquide, parce que l'eau liquide ne se comporte comme aucun autre liquide connu, elle a des propriétés qui nous fascinent depuis la nuit des temps. Prenez n'importe quel liquide ordinaire, donc de l'éthanol, de l'huile, ce que vous voulez. Quand vous le refroidissez, il se contracte et il devient plus dense. C'est la règle de base, tous les liquides font ça. Tous sauf l'eau. L'eau, ici, elle atteint sa densité maximale à 4 degrés. Puis au-dessus de ça, elle se remet à se dilater. Elle fait l'inverse de ce qu'elle devrait faire. En fait, l'eau est vraiment quelque chose d'incroyablement différent du reste, vraiment. C'est sans doute le liquide le plus étudié de l'histoire et pourtant... Aussi, quand elle gèle, elle prend encore plus de volume, ce qui fait que la glace flotte. Cela a l'air anodin dit comme ça, sauf que sans cette anomalie, vous ne seriez probablement pas là pour regarder cette vidéo, ni moi pour en parler. Pendant l'ère glaciaire, les grandes périodes de glaciation, donc quand la Terre était très froide, c'est la couche de glace en surface qui a protégé l'eau liquide en dessous, avec tout ce qui y vivait. Si la glace avait coulé comme n'importe quel autre solide, eh bien les océans auraient gelé du fond vers la surface. Fin de la vie sur Terre, merci, au revoir. Donc ça, ce que je viens de vous dire, c'est l'anomalie de l'eau la plus connue aujourd'hui. Mais il y en a plus de 70 propriétés mesurables qui la distinguent de pratiquement tous les autres liquides. Par exemple, sa tension de surface, qui est la plus élevée après le mercure. C'est d'ailleurs ce qui permet à certains insectes de marcher littéralement sur l'eau. Son point d'ébullition, qui est anormalement élevé pour une molécule aussi petite. Sa compressibilité, sa viscosité sous pression, sa capacité thermique. Tout dévie des modèles standards en réalité. Bref, l'eau, elle se comporte vraiment comme si elle suivait ses propres règles, et pendant des décennies, personne ne savait vraiment pourquoi. Il y avait beaucoup d'études à ce sujet, mais on n'avait jamais percé le mystère. On cataloguait les anomalies, on les enseignait, mais on n'avait aucune explication unifiée, un terme important, unifié pour relier toutes ces anomalies entre elles. On peut en expliquer une, mais ça n'explique pas la suivante. Si on explique la suivante, ça contredit l'explication qu'on a trouvée pour la première, voilà où on en était. Jusqu'à ce qu'une hypothèse commence à gagner du terrain. Si l'eau liquide se comportait de manière aussi bizarre, c'était peut-être parce que ce n'était pas un seul liquide, mais en fait 2. Oui, un grand bouleversement de tout ce qu'on croyait.
Alors c'est pas tout à fait nouveau, en réalité l'idée remonte aux années 90 déjà. À l'échelle moléculaire, l'eau liquide existerait sous deux arrangements locaux bien distincts. Le premier qu'on appelle HDL, donc pour High Density Liquid, donc les molécules sont désordonnées, compactes les unes contre les autres. Et le second, le LDL, donc pour Low Density Liquid. Ces molécules-là formeraient un réseau beaucoup plus ouvert, plus structuré, un peu comme un brouillon de glace. Ces deux structures-là coexisteraient en permanence dans votre verre d'eau, se convertissant l'une en l'autre sans arrêt. Et attention, on ne parle pas de deux couches séparées au sein de l'eau, ni de deux phases distinctes. On parle bien d'un mélange constant, dynamique, qui se joue à l'échelle moléculaire. L'hypothèse était élégante parce qu'elle expliquait potentiellement toutes les anomalies d'un coup. Le problème, c'est que personne n'avait jamais réussi à observer ces deux structures directement. Même en simulation informatique, les méthodes classiques n'arrivaient pas à les séparer proprement. On avait une théorie brillante, mais zéro preuve. Zéro preuve moléculaire. Ça, c'était jusqu'en juin 2026, le mois dernier, et le sujet de cette vidéo. Une équipe de la City University de Hong Kong a publié dans Nature Physics ce qui pourrait être la preuve la plus solide à ce jour. La méthode, elle est aussi remarquable que le résultat. Plutôt que d'essayer de deviner quels paramètres distinguent les deux structures, l'équipe a entraîné un réseau de neurones, donc une IA non supervisée sur 74 millions de configurations moléculaires simulées. 74 millions. Oui, voilà encore une fois, je vous l'ai dit, mais l'IA qui nous aide à faire des découvertes qui remettent tout ce qu'on pensait réel en question, c'est maintenant. Bon, le principe est simple, on donne les données brutes à l'IA, on ne lui dit pas quoi chercher, on ne lui impose aucun biais humain, on la laisse trouver les motifs cachés par elle-même. Zhang, l'auteur de l'étude, l'a dit lui-même, il dit qu'il est pratiquement impossible pour un humain de deviner ou de construire manuellement des paramètres aussi complexes et non linéaires. Nous avons besoin de l'IA pour ça. Ce que l'IA a trouvé, c'est donc exactement ce que le modèle de l'eau à deux états prédisait depuis 30 ans. Deux clusters distincts, structure A, qui est dense et désordonnée, et la structure B, légère et ordonnée. Mais cette étude ne s'est pas arrêtée là, elle nous a aussi révélé comment les deux structures passent de l'une à l'autre. Dans certaines conditions, quand l'eau est très froide ou sous très forte pression, la conversion entre les deux états est compliquée. La molécule doit franchir plusieurs obstacles énergétiques avant de basculer, un peu comme si elle devait passer 3 cols de montagne pour changer de vallée. Dans des conditions plus ordinaires, le chemin se simplifie, il n'y a plus qu'un seul obstacle à franchir. C'est plus facile pour l'eau. Mais ce que ça nous dit, c'est que les deux liquides ne font pas que coexister passivement dans votre verre d'eau. Ils se convertissent l'un et l'autre en permanence. C'est juste que la facilité avec laquelle ils vont le faire dépend directement de la température et de la pression. Pour vous donner une idée de ce que l'IA a changé ici, c'est que sans intelligence artificielle, Zhang estime que cette analyse aurait pris environ 20 ans avec les méthodes classiques. Ils l'ont en fait réalisé en 1 an et demi. 20 ans comprimés en 18 mois. Pas par un raccourci, mais par un outil que les physiciens n'avaient tout simplement pas avant. On voit ce schéma se répéter de plus en plus. Le temps de recherche, le temps de découverte est en train de se compresser à une vitesse complètement folle. D'ailleurs, 2 jours avant que je finalise cette vidéo, une deuxième étude est tombée, cette fois de l'université d'Osaka, publiée dans Communications Chemistry. Le problème qu'ils ont attaqué est très concret. Pour détecter si une molécule d'eau est dans un état dense ou dans l'état léger, il faut la mesurer, n'est-ce pas ? Sauf qu'il existe 16 méthodes de mesure différentes, développées indépendamment les unes des autres au fil des ans, et personne n'avait jamais pris le temps de les comparer pour savoir laquelle marchait le mieux. L'équipe d'Osaka a confié les 16 à une IA qui les a toutes testées dans les mêmes conditions, puis elle a identifié les plus fiables selon la température. Dit autrement, nous avons une équipe à Hong Kong qui a prouvé que les deux structures existent, une équipe à Osaka qui vient de trouver le meilleur thermomètre entre guillemets pour les distinguer. Ce sont donc 2 pièces du même puzzle, publiées à 1 mois d'intervalle à peine. Il y a une accélération des événements dans le domaine, d'autant plus que entre les deux, il y a eu un coup décisif de nouveau. Une équipe internationale menée par l'université de Stockholm a publié dans Science, rien de moins, la première preuve expérimentale directe d'un point critique liquide dans l'eau surfondue. Pas une simulation, pas un modèle mathématique, une observation physique, une vraie expérience. La technique, elle est assez folle. L'équipe a chauffé des glaces spéciales avec des lasers ultra rapides, puis elle les a observées au rayon X avant qu'elles aient le temps de se recristalliser. On parle de fenêtres d'observation incroyablement courtes. Ce qu'ils ont trouvé, c'est le point exact où les deux états de l'eau se rencontreraient, moins 63 degrés à 1000 atmosphères de pression. À cet endroit précis, l'eau oscille entre ces deux formes liquides avec une intensité maximale, comme si elle ne savait plus du tout laquelle choisir.
Un des chercheurs de l'équipe a comparé ce point à un trou noir. Une fois que le système y entre, tout ralentit tellement qu'il est presque impossible d'en sortir. Donc récapitulons. En l'espace de 4 mois, en 2026, 3 équipes indépendantes sur 3 continents différents ont fait avancer ce sujet plus qu'en 30 ans. Hong Kong prouve que les 2 structures existent, Osaka trouve comment les mesurer efficacement et Stockholm localise le point critique exact par l'expérience. On est passé du simple « on soupçonne que » à « on a vu, on a mesuré et on sait où chercher ». En physique fondamentale, ce genre de convergence, c'est ce qui transforme une hypothèse en consensus. Et comme je vous le disais en introduction, là où ça devient vraiment important, c'est quand on commence à réfléchir aux conséquences. La vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 milliards d'années, à une époque où la planète était beaucoup plus chaude, avec des conditions de pression très différentes. Ce qui veut dire que l'équilibre entre les 2 états de l'eau n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. La tension de surface, la conductivité, la façon dont l'eau interagit avec les molécules organiques, tout ça était décalé par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Or, les liaisons hydrogènes qui donnent à l'eau sa structure sont exactement les mêmes que celles qui maintiennent l'ADN et les protéines ensemble. Donc, comprendre comment ces 2 états interagissent, c'est potentiellement comprendre quelque chose de beaucoup plus fondamental sur les conditions qui ont permis l'apparition de la vie et sur les conditions qui permettent tout simplement l'apparition de la vie. Ça ne s'arrête donc pas à notre planète. Pendant des décennies, la règle en astrobiologie était assez simple. Si vous trouvez de l'eau liquide quelque part dans l'espace, vous avez un candidat pour la vie. Europa, la lune de Jupiter, possède un océan souterrain, estimé à 2 ou 3 fois le volume de tous les océans terrestres. C'est vraiment conséquent. Encelade, autour de Saturne, éjecte carrément des jets d'eau dans l'espace. Ce sont nos meilleurs candidats. Sauf que si l'eau liquide est en réalité un mélange variable de 2 structures dont les proportions changent selon la température et la pression, alors dire il y a de l'eau liquide là, sur une planète ou n'importe où, ça ne suffit plus. La vraie question devient alors quel type d'eau liquide, dans quelle proportion entre les 2 états, avec quelles propriétés. Parce que l'eau sous la glace d'Europa, à des pressions colossales, ne se comporte probablement pas du tout comme celle dans vos canalisations. Est-ce que ça la rend plus propice à la vie ou moins ? Personne ne le sait encore en réalité, mais la question elle-même, elle est nouvelle. On ne l'avait jamais posée comme ça. Et en science, poser la bonne question, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. Fivos Perakis, professeur de physique chimique à Stockholm, a d'ailleurs résumé ça parfaitement. L'eau, c'est le seul liquide supercritique connu dans les conditions ambiantes où la vie existe. Il n'y a pas de vie sans eau. Est-ce que c'est juste une coïncidence ? La question reste ouverte. Il y a aussi une implication beaucoup plus concrète et immédiate. La quasi-totalité des processus biologiques et pharmaceutiques se déroulent dans de l'eau. Quand un médicament injectable est dissous, il interagit avec les molécules d'eau qui l'entourent. Quand une protéine se replie pour prendre sa forme fonctionnelle, elle le fait dans un environnement aqueux. Si cet environnement est en réalité un mélange dynamique de 2 structures aux propriétés différentes, ça change potentiellement la façon dont on conçoit des traitements, par exemple, dont on modélise des réactions biochimiques, dont on fait des simulations, dont on fait aujourd'hui la science. On n'en est pas encore aux applications directes, mais le chemin vient clairement de s'ouvrir. Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, encore une fois, c'est le rôle de l'intelligence artificielle. Pendant 30 ans, l'hypothèse des 2 états de l'eau, elle existait, je vous l'ai dit. Les physiciens savaient quoi chercher, mais ne pouvaient pas le faire. Ils n'avaient tout simplement pas les outils pour le trouver. Les simulations classiques ne parvenaient pas à séparer les 2 structures. Les descripteurs existaient, mais personne ne savait lesquels utiliser. Il a fallu un réseau de neurones non supervisés, donc une IA, capable de trouver des motifs dans 74 millions de configurations possibles, pour enfin voir ce qui était là depuis le début. Un problème posé en 1992, en train d'être prouvé en 2026, parce qu'un outil a comprimé des décennies de travail en seulement 18 mois. L'eau en elle-même que vous absorbez n'a pas changé, elle a toujours été comme ça. Ce qui a changé, c'est notre capacité à la regarder, notre capacité à faire des découvertes dessus et donc à savoir mieux l'utiliser, à découvrir des processus nouveaux avec de l'eau. Et ce qui est vrai pour la physique de l'eau, elle est vraie pour la biologie, pour la finance, pour la création de contenu, pour l'analyse de données et à peu près tous les domaines où il y a de la complexité cachée ainsi que des motifs à trouver. Bon, et comprenez bien quelque chose, vous le voyez toutes les semaines avec les découvertes qui s'enchaînent sur la chaîne. L'intelligence artificielle ne remplace pas les experts, elle leur donne des yeux qu'ils n'avaient pas, elle les augmente. Donc, messieurs, dames, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites que comprendre ces outils, savoir comment l'IA transforme la recherche, mais pas que, l'analyse, le travail, la création, votre vie personnelle, tout, comprendre ça, c'est devenu une compétence qu'on ne peut plus ignorer et qu'il faut surtout savoir maîtriser. Eh bien, si tout cela vous intéresse, j'ai justement quelque chose pour vous.
J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sur tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.